Et il y a aussi la coexistence de courants rationalistes incarnés par Jules Limbourg qui, dans son journal, édité par Roland Lender, se gausse de ses frères spirites. Et tous les chefs de file des groupes spiritualistes douaisiens appartiennent aussi à cette loge Le Réveil, donc se côtoient en loge. Jules Jésus-Pré, qui est le fondateur du chaînon spiritualiste, Paul Pillot et Jean Béziat, qui sont les fondateurs de l'Institut des forces psychosiques de Saint-Lenoble, et même Édouard Doge, qui est l'un des collaborateurs de Jolivet-Castelot dans la Société alchimique de France. Donc, il y a une présence maçonnique très importante à Douai, mais Jolivet-Castelot va rester très critique par rapport à ce qu'il appelle l'athéisme, l'ignorance et le politicisme des milieux maçonniques, oublieux des symboles et de l'origine occultiste de la franc-maçonnerie. Alors ces critiques, me semble-t-il, sont convergentes avec celles qui sont formulées à la même époque, et là je vous renvoie aux travaux de Roger Daché, par les milieux néo-rosicruciens et martinistes que fréquente particulièrement Jolivet-Castelot. Il y a cette forme de méfiance de ces milieux occultistes par rapport à la franc-maçonnerie. Voilà, donc là je vous ai mis quelques influences occultistes de Jolivet-Castelot, donc Gérard d'Ancos, Papus à gauche, Sédir au centre et Saint-Yves d'Alvêtre à droite. Donc mon titre, comme je disais en introduction, laissait croire que ces cheminements auraient pu se succéder, mais pas du tout. Ils sont coexistants et ils se déploient dans toute l'activité littéraire et toute l'étude le travail d'étude de Jolivet-Castelot. Alors ce ne sont pas l'ésotérisme et l'engagement politique ne sont pas deux voies parallèles. Ça, Jolivet-Castelot, qui était vraiment dans une grande quête de cohérence, l'aurait rejeté. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est d'interroger l'interaction entre ces deux engagements.